Faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné-Parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre « Fais-moi plaisir » ou « Je suis ton pire cauchemar ». Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas, celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde. Bonjour, bienvenue dans ce ciné-parler. Aujourd'hui, je vais vous parler de The House of the Jack Built de Lars von Trier. Donc The House of the Jack Built, du coup vous avez lu tous les journaux, vous savez de quoi ça parle. Ça parle d'un serial killer et en 5 mouvements, alors je sais plus comment s'appellent les chapitres, 5 instants je crois, ou c'est pas ça mais bref peu importe. Il va nous raconter son histoire et en fait on va se rendre compte à la fin du film. Du coup si vous allez voir le film, arrêtez la chronique ici parce que je vais spoiler beaucoup, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que ce qui compte c'est surtout la forme quoi. Dans le fond aussi il y a plein de choses, mais comme j'ai pas fait 15 ans d'études d'histoire de l'art et que j'ai une culture picturale très limitée, on va dire, au-delà de la Joconde de Léonard de Vinci, je n'y connais pas grand-chose. Du coup, c'est un peu difficile de faire une critique d'un film où il y a tant d'œuvres d'art picturales citées, et il y a même des œuvres d'art contemporaines citées, parce que quand le personnage joué par Matt Dillon empaille les cadavres, on a l'impression que c'est des marionnettes de Gisèle Vienne. Donc ça m'a beaucoup plu et le film m'a beaucoup plu, même si j'ai pas trop aimé le rythme. J'ai trouvé le rythme un peu lent parfois, ou peut-être que le film n'était pas assez long en fait, parce que c'est comme Nymphomaniac, en fait c'est une réponse à Nymphomaniac, enfin une continuité plutôt de Nymphomaniac. Dans Nymphomaniac, Charlotte Gainsbourg ne faisait que coucher avec des gens et en fait on nous avait vendu un film de sexe sans scène de sexe. Et là, c'est comme si on nous vendait un film de serial killer sans crime, quoi. Parce que les crimes sont tous hors champ. Et j'ai plein de théories sur le film. Alors, je sais pas si elles sont fumeuses ou pas. J'ai rien lu, j'ai juste écouté La Dispute et le Masque et la Plume. Mais je vais peut-être acheter quand même La 7ème Obsession et Les Cahiers du cinéma parce qu'il est en une. Alors déjà, ça, c'est le premier gag, quoi. Le film, quand il est sorti à Cannes, tout le monde l'a démonté quand il a été projeté hors compétition. À part quelques critiques sur YouTube. Et aujourd'hui, la plupart des gens en font l'éloge, quoi. Il fait la une des cahiers, il fait la une de La 7ème Obsession. Dans Positif, il n'y avait pas d'article, mais je pense qu'il y aura un article le mois prochain, ou peut-être que je ne l'ai pas vu dans le bloc-notes. Mais bref, les gens ont l'air quand même assez contents devant ce film. Du coup, c'est très drôle de voir le décalage entre la sortie et la projection à Cannes et la sortie en salle. Et bref, là il n'y avait pas beaucoup de monde, hein. On était 6 dans la salle, dont les 2 connards à qui je dédicace cette chronique, qui ont fait que parler pendant le film. Alors à la fin, l'autre il a dit à son copain « Ah, j'ai rien compris à la séance ». Bah oui, si tu t'étais tu, si t'avais écouté le film au lieu de parler, t'es pas devant un épisode du Trône de Fer, hein. Tu viens voir un film de Lars von Trier. Et du coup, le film raconte l'histoire d'un serial killer joué par Matt Dillon. Et bien sûr, on va voir les 5 crimes. Enfin, on va pas les voir exactement parce qu'il y a beaucoup de hors-champ quand même. Mais il va nous expliquer comment méticuleusement il les prépare pas. On voit juste l'acte de ces crimes. Et c'est aussi en parallèle un architecte qui veut construire la maison parfaite. Ça m'a fait penser un peu
à la pièce de théâtre. J'avais pas lu le livre, mais adapté de Anne Ryan par Ivo Van Hove, La source claire, avec l'architecte qui cherche la perfection absolue. Et moi j'ai une théorie sur ce film. En fait, j'ai l'impression que Lars von Trier fait beaucoup de références au cinéma états-unien. Déjà il embauche Matt Dillon comme acteur, un acteur complètement sous-employé dans l'industrie hollywoodienne, alors que c'est un des plus grands acteurs états-uniens, pardon. Et on le voit que très rarement, sauf dans des films réalisés par des Européens comme Factotum ou ce film-là de Lars von Trier. Et du coup, j'ai l'impression qu'il qu'il répond un peu à Terrence Malick par son esthétique très sensorielle, qui répond à David Fincher par ses scénarios très méticuleux, très perfectionnistes. Et on dirait que c'est un peu une version de Zodiac ou de Seven. Parce que comme il y a plein de signes religieux bien sûr, parce que Jack raconte tout le film à la personne qui conduit la barque du Styx, tous ses crimes, tous ses péchés en fait avant d'aller en enfer. Et pour moi je pense que c'est Lars von Trier critique un peu l'industrie du cinéma américain, ces films d'auteurs américains comme les films de David Fincher ou peut-être les films de Denis Villeneuve comme Prisoner, en disant mais arrêtez de nous oppresser avec votre art qui est quand même de l'industrie, et moi je fais un vrai film de serial killer, je fais un film à l'européenne. Alors c'est tiré par les cheveux comme théorie, mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça quand même, parce que ça fait vraiment penser à Zodiac. Je sais pas pourquoi sinon il aurait situé son film dans les années 70. Et même parfois dans la manière de filmer, le quatrième mouvement, le quatrième crime ressemble à un film d'Hitchcock. Et franchement, c'est une vraie comédie quoi. N'y allez pas en croyant que vous allez voir un film de serial killer, mais c'est le seul film où vous allez voir le meurtre d'une famille en étant mort de rire quoi. C'est pas du tout cynique, en plus c'est très drôle, et le gag final est aussi le plus drôle du film, donc c'est quand même assez éprouvant comme film, mais à la fin il se roi de Jack, et donc on a envie de danser dans la salle. Et esthétiquement c'est une bombe quoi, il maîtrise tout, il contrôle tout. Ah oui, ça m'a aussi fait penser à Wes Anderson, c'est pour ça que je pense qu'il répond au cinéma américain, parce qu'il y a des moments, il y a des immeubles où c'est hyper cadré, et il fait même appel à l'animation, et c'est un régal, c'est hyper beau, les scènes d'animation sont magnifiques. Et comme Wes Anderson aussi tout le temps entre cinéma on va dire d'animation et en prise de vue réelle, The House of the Jack Built fait ça aussi. Donc c'est vraiment cool, c'est vraiment un régal, et on dirait que Lars von Trier à chaque scène fait un jeu de piste en fait, en nous faisant deviner de comment va être le prochain crime, qui va être assassiné, quelle méthode Matt Dillon va employer pour tuer les gens. Et c'est assez drôle quoi, il joue tout le temps avec le spectateur de toute façon. Et je sais pas si son film l'intéresse vraiment, mais par contre à mon avis ce qui l'intéresse c'est ce que je suis en train de faire en fait, l'analyse du film et les gens qui vont s'engueuler et s'écharper sur le film. Et moi en plus le film parle beaucoup d'art et d'art contemporain et d'art plastique, ça m'a fait penser un peu à l'art conceptuel de Jeff Koons quoi, où en fait ce qui est plus intéressant c'est le discours qui est produit par les critiques autour. Et l'artiste est tout à fait conscient que des gens vont l'adorer et que des gens vont le détester, plutôt que l'œuvre en elle-même. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça de Lars von Trier. En fait, peut-être ce film a plus la place dans un musée que dans une salle de cinéma. Ou peut-être qu'aujourd'hui les salles de cinéma sont des musées, vu que de toute façon tout le monde dans les salles se comporte comme s'il était devant Netflix, comme encore les deux mecs qui avaient derrière moi qui n'ont pas arrêté de parler. Donc voilà, c'est vraiment un film que je vous conseille. C'est un peu lent, je regrette qu'il ait peut-être pas allongé son film, que le film ne fasse pas une durée de 3 heures, qu'il soit pas un peu plus long, ça aurait été plus rythmé quoi, 2 ou 3 crimes de plus, ça aurait pas été du luxe peut-être, et le film en aurait gagné en rythme. La direction d'acteur est toujours pareil et exceptionnelle. Et aussi il y a un truc qui est très touchant, c'est qu'à la fin du générique, c'est que Lars von Trier remercie Kristen Dunst, Jamie Bell, Charlotte Gainsbourg, enfin plein d'acteurs de ses précédents films, et il saute au site, mais la manière dont c'est fait c'est presque de la caricature.
Et j'aime vraiment beaucoup, en fait, je pense qu'il est pas autant hautain qu'on le dit. Et puis de toute façon, voir un film avec autant de culture, ça fait plaisir. À l'intérieur aussi, à un moment, alors il effleure la théorie, une théorie que j'adore et qui me fascine, mais je sais pas si c'est vrai, hein. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fait une thèse en histoire de l'art, mais comme quoi le romantisme, et notamment Goethe et les livres de Hölderlin seraient liés au nazisme, en fait, que les nazis auraient puisé leur inspiration dans le romantisme allemand. Et à un moment donné, il effleure cette idée, mais c'est tellement riche comme film, tellement complexe, et ça va tellement vite que voilà, c'est pas un film de tout repos, parce que le cerveau marche tout le temps, il fait tout le temps appel à l'intelligence du spectateur, il fait tout le temps appel à ce que doit connaître le spectateur. Alors des fois ça peut paraître un peu hautain, mais en même temps moi je me suis pas senti laissé de côté. Enfin, j'aurais bien aimé avoir toutes les références culturelles auxquelles le film faisait référence, mais bon voilà, ça ressemble plus à une pièce de musée qu'à un film de serial killer, quoi. C'est pas du tout du Rob Zombie ou du Peter Jackson période Branded, c'est vraiment assez lisse, quoi. Les crimes sont pas dégueulasses, on regarde, c'est même plutôt drôle des fois, donc voilà, mais c'est même tout le temps drôle. Et c'est assez chouette. Et moi, beaucoup de gens m'avaient dit que la fin était longue et chiante, mais moi la fin, l'épilogue, j'ai vraiment adoré. Voilà. J'espère que cette chronique vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné envie d'aller voir ce film, parce que à mon avis, il a pas beaucoup de succès. Il fait pas le buzz que Nymphomaniac avait fait à la même période. Du coup, voilà. Moi, mon seul regret, c'est que je regrette le manque de rythme, un peu de faiblesse dans le scénario, mais sinon dans la forme c'est parfait, quoi. C'est au millimètre près, à la minute près. Le montage est hallucinant, les références culturelles aussi. Voilà, c'est un film que je vous conseille, mais je pense que le travail critique qui a été fait autour, notamment sans doute les articles qu'il y a dans les cahiers de la 7ème obsession que je n'ai pas encore lu, mais que je vais aller acheter pour voir, sont très intéressants, quoi. Voilà, je vous dis au revoir, à bientôt et ciao ciao. Il faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre « Fais-moi plaisir » ou « Je suis ton pire cauchemar ». Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas, celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde.